Vous écoutez Résonance, un podcast qui crée des connexions entre la santé mentale et les différents fragments de notre existence. Explorez avec nous, au fil des échanges, une mosaïque de perspectives qui façonnent notre humanité. Je suis Flore, fondatrice de la clinique Inflorescence. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Résonance. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une conversation que je trouve particulièrement euh, importante en fait sur l'impact écologique de nos habitudes numériques et plus particulièrement nous allons explorer ensemble une question qui reste souvent dans l'ombre lorsqu'on parle d'IA, son empreinte écologique. Et alors c'est ça derrière l'apparente immatérialité, je dirais, du numérique, puis l'élégance des interfaces, se cache parfois une réalité bien concrète de consommation de ressources et d'énergie. Alors aujourd'hui, on va tenter de comprendre ces enjeux, mais aussi d'identifier des pistes d'action pour un usage plus conscient et responsable de ces technologies. Et ça va peut-être pouvoir donner des réponses à notre éco-anxiété. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Salomé Drapeau, donc entrepreneur et fondatrice d'une agence web durable avec son collègue Louis Guérecht. Salomé, bonjour, comment vas-tu? Salut Flore, ça va super bien. Toi, comment Mhm. ça va? Vraiment heureuse de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton parcours pour commencer, ton agence, puisque ce qui t'a amené aujourd'hui à placer la durabilité au cœur de ton approche professionnelle? Ouais, ça fait moi, en fait, j'ai commencé en faisant une technique en graphisme, puis j'ai complété ma formation en faisant un bac en design graphique. Puis qu'est-ce qui est assez drôle, en fait, c'est que pendant mon parcours scolaire, je me suis beaucoup remise en question, à savoir si j'étais dans la bonne voie, surtout pendant mon bac. Les techniques de marketing venaient pas nécessairement rejoindre tout à fait mes valeurs que j'avais, à la maison, plus responsable, plus engagée. Hem, donc c'est ça, je me remettais souvent en question. Puis en même temps, je travaillais dans un organisme communautaire, puis c'est vraiment là que mon engagement social a pris racine. Puis je me suis dit que, finalement, je voulais faire un métier qui aurait un impact, sur les gens, puis que j'allais pas juste illustrer encore un autre concept de pub, tu sais, c'est quand même des métiers importants, mais qu'est-ce que je veux dire? Qui allait résonner avec, mes valeurs finalement. Hmm. Hem, Ça fait que pendant mon bac, j'ai vraiment failli abandonner souvent parce que j'étais pas certaine. Mais finalement, j'ai fait, la rencontre de Louis, qui est mon cofondateur maintenant, à HEC Montréal, où on accompagnait des startups dans leur image de marque, puis dans leur communication. Puis on a vraiment connecté au niveau, de nos valeurs. Puis Louis m'a vraiment sensibilisée à toute la notion du numérique responsable. Puis quand j'ai commencé à creuser sur cette question-là, je me suis dit: «Ah ouais, il faut vraiment que les choses changent, puis que les gens soient aussi conscientisés finalement de cette problématique-là». Donc on a vraiment décidé de lancer notre agence dans cette ligne-là pour finalement, c'est ça, emmener un mouvement de changement autant dans la communication que dans le web, là, finalement. Wow! Et merci pour ce partage, Salomé. Puis j'aimerais que tu nous dises un peu en quelques mots, qu'est-ce qui distingue concrètement une agence web durable d'une agence web traditionnelle? Ouais, moi, j'aime dire qu'on fait pas juste du web, beau ou des beaux sites web juste pour qu'ils soient beaux, mais que notre but, c'est de répondre à des objectifs, tu sais, plus loin que derrière le profit qu'on va faire. Donc on accompagne nos clients pour réduire concrètement l'impact carbone de leur présence en ligne, tout en gardant le côté désirable, bien entendu, des sites web, plus traditionnels.
Donc, concrètement, on mesure les émissions de CO2 des visiteurs sur la page web, puis on va vraiment accompagner les clients puis les clientes, dans le processus de refonte pour essayer de réduire cet impact-là. Ça fait qu'on a plusieurs, tu sais, méthodes, tant au niveau du design que du développement web, pour orienter les choix que les clients vont faire afin de diminuer là, cette empreinte carbone-là. Ça fait Mmh. que je pourrais qualifier ça que c'est une approche qui combine, tu sais, autant la performance quand même d'un site web plus traditionnel, mais avec un grand côté de l'éthique, de comment ça va se créer, là. Mmh, d'accord. Mais tu vois, avant d'aller plus loin dans notre, discussion technique, que j'appelle ça, j'aimerais partager avec toi, puis donc nos auditeurs, une expérience plus personnelle qui nous a justement poussé à te rencontrer et à créer cet épisode aujourd'hui. Parce que oui, effectivement, il y a quelques semaines en arrière, j'ai moi-même cédé à la tendance du moment et décidé d'utiliser un générateur d'images par IA pour, créer donc ce qu'on appelle le starter pack. Hem, donc vous savez, ces collages d'images qui représentent de façon humoristique, je dirais, un concept ou un groupe de personnes, on va dire. Puis et sur le moment, ça me semblait super créatif. Puis bien sûr, je savais déjà que l'utilisation de l'IA a un certain impact sur l'environnement, mais comme beaucoup d'entre nous, je ne suis pas assez sensibilisée quand même sur le sujet, et ou du moins pas assez de manière, détaillée, concrète, technique. Bon, puis là, c'est effectivement en discutant avec quelqu'un, qui m'a interpellée un petit peu en disant: «Mais tu sais là, les conséquences de ce que c'est de partager ça?» Et là donc je suis allée me renseigner un peu, puis je me suis rendu compte que j'étais juste re je me suis vraiment rendu compte que oui, je ne suis pas assez renseignée finalement sur le sujet. Puis je dois aussi expliquer que chez Inflorescence, c'est ça, on est quand même notre philosophie est quand même ancrée dans une relation douce, je dirais, puis harmonieuse avec la nature. On travaille, jamais de façon alarmisme ou, dans un militantisme culpabilisant, si je dirais. Notre mission, elle est simplement d'aider les personnes à renouer avec le vivant, à retrouver leur place dans cet écosystème dont nous faisons tous, et toutes partie. Et pour nous, la reconnexion à la nature, elle se fait par l'émerveillement, par la sensibilité et puis pas tant par la peur, je dirais, ou la culpabilité de faire des bonnes ou des mauvaises choses, tu sais? On juge pas quelqu'un pour n'être pas assez écolo dans nos termes, on va dire, ou selon certains standards et chacun avance à son rythme et dans cette relation ou du moins avance, oui, à son rythme, on va dire, pas à pas, dans cette relation, de renouer avec le vivant. Donc au final, la remarque de la personne était très pertinente, hein, et on l'a prise comme une invitation à réfléchir à l'alignement entre nos outils et un peu aussi notre, philosophie. Et comme ce ne sont que les débuts de l'intelligence artificielle et qu'il va falloir apprendre à vivre avec, c'est tellement facile à utiliser, tellement accessible aujourd'hui, eh bien, on se disait: «Éduquons-nous, un peu plus sur le sujet en profondeur pour éviter ces gestes qui probablement, coûtent cher à notre planète». Et d'ailleurs aussi en tant qu'entrepreneur, je me demande finalement, comment est-ce que je peux promouvoir des valeurs de durabilité dans notre clinique, tout en utilisant des outils qui consomment autant de ressources, hein, pour une simple, image marketing. Donc c'est ça, Salomé, je je me suis dit: «Ah, c'est le bon fit», en tout cas Salomé aura probablement les réponses puisqu'elle est beaucoup plus experte que nous sur ça. Et donc j'avais envie de te poser la question, effectivement, quand on regarde spécifiquement ce cas d'usage que je viens de t'évoquer, donc la génération d'une simple image par IA, peux-tu nous éclairer un peu sur l'impact environnemental concret et est-ce qu'on dramatise ou est-ce que notre réaction était justifiée? Ben, tu sais, je pense que tu l'as bien mentionné, le but, c'est pas d'y aller dans une approche culpabilisante. Tout le monde utilise maintenant l'intelligence artificielle, c'est plus d'être conscient de l'impact qui va être créé, puis finalement de revoir notre usage qu'on en fait. Puis je pense que tu te poses déjà une bonne question à savoir si on dramatise. Honnêtement, tu sais, moi aussi, je me suis posé la question.
Puis c'est sûr que j'ai vu qu'il y a un intérêt croissant autour de l'environnement de l'intelligence artificielle. Puis je pense que c'est une bonne chose parce on se pose des questions. Hem, donc oui, concrètement, une image, générée par l'intelligence artificielle consomme de l'énergie. Radio-Canada a récemment fait une publication où il mentionnait qu'une requête sur ChatGPT, c'est environ 10 à 60 fois plus énergivore, qu'une simple recherche, Google. Donc, c'est sûr que si on accumule toutes nos requêtes pour les fameux starter packs, ben là, on peut imaginer la quantité de CO2 qui est générée. Mais encore là, il faut relativiser, puis il faut penser que dans nos actions quotidiennes, si je pense aux moyens de transport qu'on choisit, bon, si utiliser ma voiture plutôt que d'utiliser le métro, ben ça aussi, ça a des effets, puis un CO2 qui est généré. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de bannir ChatGPT ou même les starter packs, mais c'est plus de réfléchir à est-ce que c'était vraiment nécessaire, la création de mon starter pack là, pour ça. Mmh. Vraiment pertinent. Merci, merci Salomé. Puis, du coup, cette expérience, elle m'a un peu amenée à questionner, justement toutes mes pratiques, numériques de manière générale. Tu sais, de la quantité d'emails échangés, de courriels échangés aux vidéos que nous consommons, sur les réseaux, en streaming, tu sais, en passant par le stockage cloud aussi, tu sais, qu'on utilise. Puis au final, notre empreinte numérique je réalise qu'elle est énorme. Puis là, je me disais, peux-tu nous parler de ces angles morts écologiques, si je peux me permettre de les appeler comme ça, que nous avons, tous et toutes dans nos usages technologiques quotidiens? Ouais, ben moi j'aime dire que le cloud, c'est le plus bon coup marketing parce qu'on a tous l'impression que finalement le numérique, c'est pas matériel, c'est immatériel, c'est comme un nuage, mais c'est totalement faux parce que le tout est très, très matériel. Tu sais, le numérique, ça repose sur des infrastructures très concrètes, puis finalement qui sont énergivores. Aujourd'hui, on dit que l'industrie du numérique, là, dans son ensemble, donc je parle des appareils, de l'usage, des data centers, c'est environ 4 des effets mondiaux de gaz à effet de serre. Ça, c'est quand même une statistique qui date. Donc, on parle maintenant, en 2025, on tend plus vers le 8. Donc, c'est quand même énorme, là. Mmh. Le 4, c'est le double des gaz à effet de serre du domaine de l'aviation. Oh! Hem, c'est ça, puis la population n'a pas tendance à, justement, comme que je disais, croire que le numérique va polluer autant. Mais il y a 3 grands pôles, comme je disais, qui vont polluer. Il y a les terminaux utilisateurs, ça fait que tous nos appareils là, qu'on a besoin dans nos vies quotidiennes, nos téléphones, nos ordinateurs, les télévisions, les grandes télés qu'on a à la maison, eh ben, ça représente 65 à 90 de l'impact environnemental. Ça, c'est lié, ben, c'est sûr, à la fabrication de ces appareils-là parce qu'il faut aller extraire des minéraux qui sont rares, puis finalement qui polluent là, le procédé pour l'extraction. Il y a aussi les centres de données, hein, ça fait que ça, c'est les infrastructures qui stockent puis qui traitent beaucoup, beaucoup de données. Puis il y en a des centaines de millions dans le monde. Puis ces centres de données-là, ben, il doit être refroidi puis alimenté en électricité en continu. Ah, quand tu Mmh. parles des centres de données, tu parles des data centers, c'est ça? Exactement, c'est ça. Mmh. Mmh. Puis ça, en fait, ben, leur part dans l'impact, du chiffre que je leur mets dans le 4 à 8, ben, on parle de 4 à 22 là, pour les data centers. Puis finalement, ben, il y a tous les réseaux. Ça fait que tant ce qui est le Wi-Fi, la 4G, ça, c'est environ 2 à 14 de l'impact, là, au total. Ça fait Mmh. que tout ça pour dire que toutes nos actions numériques, finalement, au quotidien, comme tu le disais, ben ça génère du CO2. Même s'il est difficile à percevoir, ça en génère quand même, là. Mmh. Waouh! Puis tu sais, j'imagine que
Et en tout cas, on doit être plusieurs à vivre des ce genre de contradiction parce que d'un côté, nous sommes de plus en plus conscients et conscientes des enjeux environnementaux et de l'autre, nous sommes, immergés dans un monde numérique qui nous pousse à consommer toujours plus de technologies. Puis là, comment est-ce qu'on navigue dans ce paradoxe? Et comment rester fidèle à nos valeurs tout en vivant dans cette ère numérique? Et est-ce que c'est possible d'être, parfaitement cohérent aujourd'hui? Tu sais, question complexe là. Oui, puis j'aime cette question-là parce que souvent, on me la pose aussi en formation. Puis j'aime dire que je fais de la partie de la Gen Z, ça fait que des vidéos TikTok, j'en consomme, mes amis en consomment. Puis, tu sais, je travaille avec mon ordinateur à tous les jours, mais justement, je pense que la première étape, c'est d'être consciente et conscient de ce problème-là, de savoir que le numérique, il a un impact qui est réel, donc d'en parler autour de soi. Hem, Tu sais, justement, là, je suis sûre qu'on a en tête, un ami qui change de cellulaire à toutes les années, ou 2 ans, ben, tu sais, peut-être de justement, avoir des discussions autour de ça, ça fait en sorte que les choses vont avoir tendance à changer petit à petit. Puis sans viser la perfection parce que je pense que, bon, personne peut être, 100 parfait dans ses décisions. Je pense qu'il s'agit d'être cohérent, avec les choix qu'on fait finalement. Puis justement, il y a un livre que j'ai lu l'an passé que je trouve qui illustre bien cette problématique-là, c'est «Génération éco-connectée, réduire son empreinte écologique sans se couper du numérique» de Virginie Ilsen-Lévy. Puis justement, je trouve que ça l'enlève l'approche, culpabilisante, puis ça donne des solutions qui sont concrètes dans notre vie quotidienne là, pour, essayer de réduire notre empreinte, écologique numérique. Mmh. D'accord. Waouh, beh, merci pour la référence Salomé. On va l'ajouter dans dans les commentaires, puis dans les descriptions de notre épisode et comment dans ton agence web durable justement, est-ce que vous utilisez l'IA? Puis si oui, comment vous avez choisi de l'intégrer de façon cohérente avec vos valeurs environnementales? Ouais, c'est une super bonne question que tu poses, puis, tu sais, ça fait référence à mon exemple de TikTok tantôt, donc oui, on se cache pas, on l'utilise, mais on l'utilise de manière consciente. Donc, si par exemple une recherche Google me permet pas de trouver la réponse, hem, ou encore des moyens qui sont plus traditionnels, ben là, on va l'utiliser. C'est sûr qu'on n'en abuse pas, mais je pense que, c'est important de tu sais, justement, de pas nier le fait qu'on l'utilise, c'est correct, mais il faut juste en être conscient, là, finalement, de son impact. Mmh. Mmh. Puis, tu sais, on entend souvent parler que la consommation énergétique massive des centres de données justement qui hébergent l'IA plus spécifiquement. Tout à l'heure, tu as parlé des data centers, puis, justement ceux qui hébergent l'IA aujourd'hui, là, tout de suite, mettons, qu'on passe à cette discussion-là, là. Peux-tu nous donner une idée de l'ampleur de cette consommation? Puis on pourrait comparer l à quoi on pourrait la comparer, en fait, pour la rendre plus tangible? Ouais, mais c'est sûr que c'est une donnée qui est quand même plus difficile à quantifier puisque, bon, c'est quand même assez, nouveau l'intelligence artificielle. Mais c'est sûr qu'il y a l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle qui nécessitent beaucoup de ressources, en termes informatiques puis énergétiques. Hem, il y a une bonne source qui est Alternant Énergie, heu, qui mentionne que ChatGPT-3 aurait nécessité 70 000 litres d'eau à cause du refroidissement, comme, je parlais tout à l'heure, des centres de données, des data centers, la Mmh. production d'électricité, la fabrication des puces puis des serveurs. Hem donc c'est ça, c'est sûr que OpenAI, ils se défendent aussi en disant qu'ils utilisent des circuits qui sont fermés pour refroidir ces serveurs-là, mais ça a quand même une certaine limite parce que les circuits doivent être remplis, puis ils sont généralement pas si fermés que ça parce qu'ils nécessitent un réapprovisionnement d'eau fraîche, au bout d'un certain temps. Donc tout ça, ça fait en sorte que c'est quand même assez énergivore.
D'accord. Mmh. Je sais pas Oui. si c'est clair, je sais que c'est un petit peu plus complexe, heu, Bah, écoute, mais f le 700 millilitres d'eau là, mettons ouais, que je laisse c'est ça. on le retient de ChatGPT 3 C'est ça. et qu'effectivement Open, AI essaye de se défend en disant qu'il travaille à circuit fermé. Mais oui, effectivement, c'est gros quand même. Puis, tu sais, au-delà de l'électricité, quelles sont les ressources naturelles nécessaires pour fabriquer, puis pour maintenir aussi les infrastructures d'IA? Tu sais, je pense aux minerais rares, bon, bah, là, on a parlé de l'eau pour le refroidissement, tu sais, mais par exemple, juste les minerais, c'est aussi problématique pour les cellulaires, puis les laptops notamment, au-delà de l'IA aussi. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, quand on pense au tableau périodique, on retrouve là quasiment, tu sais, une très grande partie, là, c'est plus de 40 à 50 éléments du tableau périodique qu'on retrouve dans, nos cellulaires, notre ordinateur pour la conception d'un appareil. Donc ça, c'est quand même assez problématique, puis c'est la même chose pour, l'intelligence artificielle parce que ça demande d'extraire ces minéraux-là qui sont rares, comme le lithium, le cobalt, hem, Mmh. pour fabriquer ces serveurs-là puis ces composantes électroniques-là. Heu, Mmh. donc voilà. Mmh. Beh, oui, en tout cas, merci de nous en parler. Puis là, ça me fait penser, du coup, au cycle de vie, tu sais? Est-ce qu'on peut parler c'est quoi le cycle de vie complet, par exemple, d'un système d'intelligence artificielle, de sa conception jusqu'à son recyclage, tu sais? C'est quoi les phases les plus problématiques d'un point de vue environnemental? Ben, c'est ça, comme je parlais tantôt, c'est sûr qu'au départ, il y a la conception du modèle. Ça fait que l'entraînement sur des données qui sont massives en consommation d'énergie puis en composants. Donc ça, c'est la première, en fait, étape du cycle. Après, c'est sûr que la fabrication, hein, des infrastructures, comme je parlais tantôt, des data centers, puis il y en a plusieurs dans le monde. Hem, Après, il y a l'entraînement des modèles, donc c'est super énergivore parce que ça demande de refroidir, les serveurs puis de traiter de beaucoup de données. Mmh. Il y a l'utilisation aussi, quand même massive maintenant de l'intelligence artificielle, comme on mentionnait tout à l'heure, tout le monde l'utilise maintenant. Hem, il y a la maintenance, la mise à jour, des systèmes, puis finalement, ben, il y a la fin de vie, hein. La Qu'est-ce qu'on fait avec ces équipements-là, avec ces data centers-là heu, quand finalement ils ont fini leur cycle de vie? Donc, en gros, Mmh. c'est ça. Waouh! Puis tu sais, si on parle chiffres, par exemple, pour une utilisation simple de l'IA, comme la génération d'images qu'on a vues ou d'un texte court, ça représenterait quoi? Tu sais, combien d'eau, Ouais. d'électricité ou d'autres ressources qui sont utilisées approximativement? On en a parlé un petit peu tout à l'heure là, mais oui, de manière plus globale, mettons? Ouais, ben, en fait, c'est ça, générer une image, là, les chercheurs s'entendent pour dire que ça l'équivalerait en énergie à recharger complètement son téléphone, intelligent, tu sais, à 100 seulement pour générer une image. Mais selon les mêmes chercheurs, là, générer 1000 fois du texte, ça consommerait 16 de l'énergie qui est requise pour la génération d'une image. Donc on s'entend que, la génération d'une image est beaucoup plus énergivore que la génération de texte. Intéressant, oui. Oui, 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 oui. Retenons j'aime la comparaison c'est Une ça charge, équivaut, voilà, en énergie de charger complètement un téléphone, intelligent. exact. Mmh. Puis là, tu sais, tu sais, si on compare ces chiffres à d'autres activités numériques plus, familières pour nos auditeurs, comme regarder une vidéo en streaming ou envoyer un courriel avec une pièce jointe, ça donnerait quoi? Ouais. Ben, ça, c'est une, statistique que je vais dire qui sort de, Pause ton écran, qui Mmh. est un mouvement québécois qui incite les jeunes, justement à faire une pause de leur écran et puis je vous invite à les suivre, là, c'est vraiment super, qu'est-ce qu'ils font. Puis selon eux, en fait,
1 heure de vidéo en 4K, ben, ça serait environ 441 grammes d'équivalent d'émissions de CO2, soit l'équivalent là, de 600 images. Hem, donc, comme je Mmh. vous disais, je vous invite à consulter leur site. Ils proposent aussi des petites solutions pour Mmh. faire autre chose qu'être devant un écran, là, finalement. Waouh, waouh, merci Salomé pour la référence. Donc on retient effectivement, le mouvement «Pose ton écran». Beh, écoute, on a beaucoup parlé de l'empreinte environnementale de l'IA, puis tu sais, je pense que c'est important d'élargir, notre réflexion aux peut-être aux appareils que nous utilisons quotidiennement, nos smartphones, ordinateurs et tablettes aussi qui ont un impact, considérable sur la planète. Bon, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, on pour éviter d'être redondant, tu sais, on a parlé du cycle de vie justement, de l'extraction des matières premières, tu sais. Puis les métaux rares aussi qui sont utilisés, tu les as nommés, tu sais, le cobalt, le lithium, il y en a plus d'une quarantaine, voire cinquantaine, tu as nommé. Mais j'irais directement à la question de l'obsolescence programmée. Tu sais, on parle beaucoup, justement d'obsolescence programmée. Donc selon je dirais ton expérience, est-ce que c'est planifié par les fabricants ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un ensemble de facteurs qui encourage, le renouvellement rapide dans une, optique de consommation des appareils. Ouais, ben, je pense que qu'est-ce qui est important à mentionner, c'est qu'il y a plusieurs formes d'obsolescence. Bon, c'est sûr qu'il y a l'obsolescence qu'on connaît tous, donc quand vient le temps des mises à jour, puis c'est plus compatible avec les anciens appareils, donc ça ralentit leur fonctionnement. Ben là, on va parler d'une obsolescence qui est plus logicielle. Mais c'est sûr que comme je mentionnais tantôt aussi, il y a une certaine obsolescence perçue. Donc ça, c'est le marketing puis la société de consommation qui nous pousse à acheter le dernier modèle. Tu sais, on s'entend avec des fois la différence entre le iPhone, 12 et le 13 est minime, mais on le veut tant le nouveau iPhone 13. Puis c'est ça finalement qui est problématique aussi, de penser que notre, iPhone il est plus nécessairement, il est plus fonctionnel quand il l'est très bien encore, puis on pourrait le garder plusieurs années. Mmh. Hem, mais c'est sûr on peut parler aussi d'obsolescence qui est technique. Ça fait que c'est quand certaines pièces, comme la batterie, va être impossible à changer ou à réparer. Puis ça fait en sorte qu'on doit changer carrément d'appareil plutôt, que de le réparer. Mmh. Ça serait quoi les conseils que tu nous partagerais pour réduire justement l'impact écologique de nos appareils numériques au quotidien? Ben, c'est sûr que le premier conseil que je donnerais, ça serait de garder nos appareils le plus longtemps qu'on peut. Je pense, essayer d'éviter de passer, à un autre appareil rapidement. C'est comme la base. Puis, ben, pour ça, c'est sûr que d'en prendre soin le plus longtemps, là, par exemple, d'éviter de laisser, son téléphone branché toute la nuit. Ben, ça va venir user la batterie. Puis, tu sais, je sais qu'on a tendance à le faire parce que c'est plus simple, mais c'est une petite attention qu'on peut faire, puis finalement pour garder notre cellulaire plus longtemps. Mmh. Puis sinon, ben, c'est sûr, ben, protéger nos appareils, donc d'avoir, tu sais, une bonne coque pour notre, téléphone, une bonne étui, ben, c'est des petits trucs de base. Mmh. Puis comme je disais tantôt là, d'être conscient finalement de la pression marketing, qui entoure nos appareils. Hem, Parce que c'est ça, de se poser finalement la question: «Est-ce qu'on en a vraiment besoin, là?» Ouais. Merci Salomé. Écoute, c'est concret, ça nous plonge avec les chiffres, avec, des comparaisons. Écoute, ça nous permet effectivement au-delà des mots, de se frotter, je dirais, à la réalité de la question de la durabilité en tout cas de nos expériences numériques, je dirais, de manière générale, en plus de l'IA. Puis là, tu sais, je dirais, en tout cas, j'apprécie vraiment parler de cette tension entre nos valeurs puis nos pratiques. C'est vraiment important de l'explorer.
Puis ça résonne aussi différemment selon nos perspectives, nos vécus. Puis là, je ça m'amène sur un autre sujet, mais quand même toujours relié à la tech puis à l'environnement. Hem, on est en train de discuter, toi, de femme à femme dans nos domaines respectifs, puis, j'aimerais ça aborder aussi un autre aspect du sujet, mais tout aussi pertinent, tu sais, la place des femmes dans ce secteur technologique qui est en pleine mutation écologique. Et là, je me dis: «Bah, Salomé, qu'est-ce que, tu sais, peux-tu nous dresser peut-être un comment je pourrais dire? Un portrait, actuel de la représentation des femmes dans le secteur technologique. Puis est-ce que tu observes, une différence de représentation entre la tech plus traditionnelle, je dirais, et la tech éco-responsable? Ouais. Ben, c'est sûr que les femmes restent quand même sous-représentées dans les métiers des STEAM, là. Quand je parle des STEAM, je parle des sciences, des technologies, l'ingénierie mathématique. Hem, Puis tu sais, au-delà de moi qui le constate, ben, Statistique Canada a les chiffres, là. En fait, on parle de 30 des emplois, des de ces domaines-là qui sont occupés par des femmes contre le 70 des hommes. Donc c'est quand même assez énorme. Puis, sur une note plus personnelle, là, justement, récemment, on ouvrait un poste, de développeuse web. Puis sur 70 CV reçus, heu, c'était plus autour d'un 10 là, de femmes, qu'on recevait. Donc, la différence est quand même assez marquée. Ouais, Hem, c'est sûr que là, j'ai pas les chiffres au côté de la tech qui est responsable parce que c'est un secteur qui est quand même plus émergent. Mais au Québec, on a des beaux modèles de femmes inspirantes, heu, en tech durable. Je pense à Daria Marchenko, qui est doctorante en numérique responsable, qui est vraiment super qu'est-ce qu'elle fait avec, Ecoist Club. Vous irez jeter un coup d'œil aussi. Puis mmh. à Géraldine Angulo aussi, qui a introduit le concept des fresques du numérique au Québec. Donc c'est quand même des femmes à aller suivre sur LinkedIn, si vous voulez mon avis, là. Mmh, waouh! Puis, j'imagine que ça doit quand même, te refléter des choses ou ça doit un peu de peut-être tu sais, te toucher, tu sais, de cette sous-représentation des femmes dans la tech, puis, tu sais, dans le développement des technologies qu'on utilise au quotidien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce que tu vis ça, de manière, je dirais, un peu plus personnelle, là? Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est une question à se poser parce que quand c'est une majorité de population qui est homogène, qui développe des outils comme de l'intelligence artificielle, ben, c'est sûr que ça va venir créer des angles morts. Puis même que les algorithmes peuvent amplifier finalement les biais, qu'on a dans notre société, mais surtout que ce groupe finalement a, des biais qui peuvent être sexistes. Puis ça, je parle pas aussi, du côté, ben, tu sais, c'est ça, de la blancheur, dans le domaine. Donc, ça peut être également des biais qui vont être racistes. Donc, c'est des questions qu'il y a à se poser, par rapport à ça. Puis finalement, c'est ça, c'est peut-être qu'il devrait avoir plus de représentativité dans les domaines, de la tech, pour ces enjeux-là, là. Mmh. Et merci Salomé de nous sensibiliser. Puis dans ton parcours personnel, est-ce qu'il y a eu un défi significatif que tu as dû surmonter peut-être, en tant que femme dans ce secteur? Et puis si c'était arrivé, mettons, comment est-ce que tu l'as surmonté? Ben, oui, quand même souvent parce que, justement, quand je vais parler de tech, à des hommes, ben, c'est sûr que, on a tendance à moins me prendre au sérieux, à plus regarder mon cofondateur, lui parler dans les événements de réseautage alors que je suis à côté de lui. Ça fait que je pense que ça reflète un peu les biais qui sont quand même assez présents. Mais je pense qu'il y a des moyens aussi de le surmonter, puis je dis pas que c'est toujours facile, mais tu sais, j'essaie de prendre ma place, de parler justement, finalement, puis mon cofondateur me laisse cette place-là, là, de prendre la parole finalement, dans les concours de pitch.
Hem, Puis de m'affirmer avec confiance finalement qu'en tant que femme, j'ai cette place-là. Heu, Puis je pense qu'avec le temps, les gens comprennent aussi que je comprends, les enjeux de sobriété numérique, puis je sais de la matière dont je parle, là. Mmh. Waouh! Merci, merci Salomé. Puis, ça me fait penser du coup à si on aborde maintenant le point des alternatives, puis des solutions, hem, qu'est-ce que tu aimerais, en tout cas, comment toi, à la croisée de la technologie et de l'écologie, puis donc avec, et en tant que femme qui prend sa place, dans ces univers, tu sais, c'est quoi les alternatives qu'on pourrait envisager pour, réduire notre empreinte numérique, puis continuer à bénéficier des avantages technologiques et puis, bien évidemment, tout ça de manière inclusive? Ben, je pense que c'est sûr que déjà s'inscrire dans un mouvement, de sobriété numérique, c'est déjà un bon pas. Donc de repenser nos usages, nos moyens de se divertir aussi, hem, tu sais, ça c'est un bon pas. Puis, tu sais, on a mentionné tout à l'heure, aussi la notion de sobriété numérique, mais pour être certain que tout le monde nous comprenne, en fait, la sobriété numérique, là, c'est un moyen de repenser l'utilisation du numérique pour limiter notre impact environnemental, en adoptant, soit à l'échelle individuelle, collective ou c'est ça, collective au niveau de notre entreprise, des pratiques qui sont plus durables, puis plus Mmh. modérées finalement, heu, dans un secteur où la nécessité d'intégrer, un plan de décroissance, ben, elle a pas encore vu le jour. Heu, donc Mmh. je résumerais ça comme ça, la sobriété numérique. Oui, d'accord. Puis, est-ce qu'il y a des alternatives moins énergivores au modèle d'IA actuel? Hem, oui, il en existe. Il existe greenpt.ai, mais je pense encore que ça réside dans l'usage qu'on en fait de ces modèles, là. Mmh. D'accord, d'accord. Puis si je comprends bien aussi avec tout ce qu'on a si on a parlé de conscience, tout ça, puis si je devais, si on devait, se poser la question de développer, une IA véritablement durable, ou est-ce que c'est possible ou pas? Ou est-ce on devrait plutôt accepter que certains usages de la technologie sont intrinsèquement incompatibles avec nos ambitions écologiques? Là, j'imagine que c'est une question à débattre, parce que d'un côté, bah, c'est ça, si on prend ton champ d'expertise là, de création de sites web à faible impact carbone, oui, on peut essayer de développer des IA durables, mais en même temps, ça génère toujours du CO2 donc l'idée c'est si on résume notre discussion, c'est d'être conscient de ces usages, d'essayer de limiter les impacts, mais là, effectivement, déjà les mettre en conscience, ça va nous permettre d'être dans des, pratiques, dans des attitudes qui vont effectivement, limiter les usages, puis peut-être pas tomber, mais effleurer et puis, vivre cette sobriété numérique à quelque part. Mmh. Exactement, puis, tu sais, c'est sûr que moi, mon souhait, ça serait qu'il y ait une intelligence artificielle qui serait, durable, ça serait super chouette, ça revient, c'est ça, comme tu le disais, à, ben, finalement, notre service de création de sites web durables. On sait que ça marche, puis l'impact est tangible, finalement, mais j'espère aussi qu'en intelligence artificielle, il va y avoir des beaux modèles. Mais je pense qu'on peut faire, pendant ce temps-là, individuellement et collectivement, un petit bout de chemin pour nos D'accord. usages, là, comme tu le disais. Mmh. Mmh. Puis là, j'ai une question un peu pratico-pratique. Mettons que pour une petite structure comme la nôtre, dans la clinique, tu sais, ça serait quoi les premières étapes à mettre en place pour une politique numérique plus respectueuse de l'environnement? Ouais, ben, c'est sûr que déjà à l'interne, si, ensemble vous vous dites: «Bon, on achète nos appareils, reconditionnés plutôt que neufs», ça serait une bonne pratique. Est-ce qu'on essaie même de limiter notre nombre d'appareils, là? On voit souvent la tendance de travailler avec plusieurs moniteurs, hem
Après, je dis pas que c'est une mauvaise pratique, mais des fois, un moniteur, 2 moniteurs, ça peut être suffisant. Donc, déjà d'avoir des bons réflexes, heu, peut-être même organiser une journée, tu sais, dans votre milieu de travail de tri des déchets électroniques. Donc je suis sûre, qu'on a tous, tu sais, notre beau petit bac avec nos vieux appareils électroniques, nos vieux fils. Ben, se mettre en gang puis organiser finalement une journée, pour trier nos déchets, c'est un bon pas. Puis je pense à un organisme au Québec qui s'appelle Incertec, qui justement récupère des appareils électroniques, pour en faire d'autres usages. Donc, c'est super qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est sûr que sensibiliser, toute l'équipe dans le milieu de travail à l'importance finalement, de la sobriété numérique, soit en faisant un atelier de la fresque du numérique, ou encore, d'avoir une petite formation, je pense que c'est un bon pas. Mmh. Hem Sinon, je Mmh. pense à l'hébergement, tu sais, se poser la question en équipe, où est-ce que nos outils numériques sont hébergés? Est-ce que c'est sur des serveurs qui tournent, avec, du charbon aux États-Unis ou c'est des serveurs québécois? Est-ce qu'on peut faire une petite différence en changeant notre hébergeur? Déjà là, c'est un bon pas, là. Puis faire appel à vos services. Éco-concevoir son site web en faisant appel à Salomé puis, Louis avec, l'agence Exactement. Nicely. OK. Et puis pour nos auditeurs et auditrices, mettons, qui souhaiteraient commencer, mettons, à réduire leur empreinte numérique, ça serait quoi les 3 recommandations principales faciles à mettre en œuvre aujourd'hui? Ouais, ben, comme que je viens de mentionner, là, je pense d'aller faire un tri dans son bac, de sert plus à rien, là, d'électronique, c'est un bon départ. C'est un geste qui est concret, mais qu'on l'oublie souvent finalement. Mmh. Hem, Sinon, ben, comme je disais tout à l'heure, protéger vos appareils, éviter de les brancher toute la nuit, puis de résister à l'obsolescence, finalement du marketing, qui entoure nos appareils. Ah, peux-tu Hem peux-tu nous dire pourquoi faudrait éviter de laisser nos téléphones branchés toute la nuit? Ouais, ben, en fait, c'est pour, l'usage de la batterie. Donc si on c'est ça, la batterie va vraiment se détériorer plus rapidement que si on le branche 1 heure puis la charge est complète. Mmh. Mais je sais que c'est une solution qui est facile à brancher à côté de notre table de chevet, puis on l'a tous déjà fait, mais de juste penser à, le brancher 1 heure dans la journée, ça peut déjà faire une différence sur la longévité de notre appareil. Mmh. Hem Puis le streaming vidéo, par exemple, parce que ça, c'est quand même, conséquent aussi, dans nos habitudes numériques. Ouais, 100. Sur YouTube, là, je pense, il y a le petit logo, en fait, au bas de la vidéo qui c'est comme une petite roue d'engrenage qui permet, de réduire la qualité. Donc on peut passer du 4K à du 1080p à du 480p. Donc ça permet surtout si vous écoutez, par exemple, un podcast, ben, de réduire la qualité vidéo, c'est déjà une bonne chose, là. Mmh. Et est-ce que tu as des outils ou des applications que tu recommanderais, en fait, pour nous aider à mesurer peut-être et réduire notre impact numérique au quotidien? Mais c'est sûr qu'il existe pas, tant d'outils, tu sais, pour, mesurer notre impact finalement de notre consommation de vidéos, de réseaux sociaux. C'est sûr que nous, à l'agence, on recommande des outils pour mesurer l'impact de son site web. Donc, Mmh. ça, je peux nommer EcoIndex, EcoGrader, Digital Beacon. Donc, ça permet de mesurer le CO2 qui est généré en moyenne par visite, par page. Donc ça, je recommanderais ces outils-là, là. Wow. D'accord, merci Salomé. Puis ça m'amène à parler aussi de faire la transition, hem, vers un autre segment parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, avec toutes ces prises de conscience des impacts environnementaux de nos technologies, on peut être un peu pris avec, ça peut générer de l'anxiété quand même. Puis j'aimerais aborder une question peut-être un peu plus,
personnelle, émotionnelle, celle de l'éco-anxiété, donc à l'ère du numérique. Hem, Fait que je trouve que notre conversation, elle nous amène justement à là-dessus. Puis je dirais, est-ce que tu observes, une montée de cette éco-anxiété liée au numérique, dans ton entourage, aussi bien professionnel que personnel? Ben, oui, c'est sûr, clairement. Hem, Si je prends mon expérience professionnelle, il y a 1 an et demi, les clients vont trouver que c'était un plus qu'on soit, à faible impact carbone, mais maintenant, on vient vraiment plus nous chercher pour ces questions de numérique responsable-là. Mmh. Puis les clients, maintenant nous posent des questions, par rapport aux serveurs, par rapport même à la surconsommation d'objets technologiques, puis aux usages, de l'intelligence artificielle. Mais, tu sais, je trouve que c'est quand même encourageant, parce que ça montre justement que collectivement, ça pousse vers un changement, puis qu'on peut transformer cette éco-anxiété-là finalement, tu sais, en moteur de solution, puis, vraiment là, en changement collectif. Donc, ça rend finalement ces enjeux-là plus visibles, puis plus concrets, pour montrer qu'on a le pouvoir d'agir comme que je parlais en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise, puis en tant que PME. Waouh! Oh, bah, tu sais, oui, je dois avouer que, ne serait-ce que ma propre découverte de l'impact environnemental de l'IA, bah, ça a déclenché chez moi une forme d'éco-anxiété, d'autant plus que je suis aujourd'hui, bah, responsable d'une entreprise. Donc dans le sens, où, bah, je me retrouve à culpabiliser, pour chaque courriel envoyé, chaque, recherche en ligne qui est faite. Parfois je me demande aussi comment est-ce qu'on peut reconnaître ces sentiments sans nous laisser paralyser par eux, tu sais? Faut quand même continuer de travailler. Puis tu sais, c'est une remise en question de nos pratiques, aussi, donc comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Bref, puis dans notre approche, comme je te disais, assez, proche de la nature, ben, on essaye de transformer cette anxiété en, je dirais, en conscience éclairée plutôt qu'en culpabilité paralysante. Mais je peux pas cacher que moi-même je suis, aux prises parfois de cette, culpabilité qui peut me paralyser. Fait que reconnaître que c'est pas simple en fait de naviguer, ces émotions dans, notre parcours, mais j'aime cette réflexion parce que sur la dimension émotionnelle de notre relation à la technologie, c'est extrêmement précieux pour l'avenir et parce que ça nous amène à penser aussi la transition écologique aussi comme une transition intérieure, une transformation de notre façon d'être au monde. Et pour conclure, cette conversation, Salomé, j'aimerais prendre quelques instants, pour revenir sur, bah, les points essentiels qu'on a, explorés ensemble aujourd'hui. Puis, si tu pouvais résumer en quelques mots les idées clés, que tu souhaiterais que nos auditeurs et auditrices retiennent de notre, discussion, puis quels sont selon toi peut-être les messages, les plus importants à emporter de manière, claire et concise, mettons. Ouais, ben, je pense que de retenir que, le numérique, ce n'est pas un nuage, mais c'est très matériel. Ce serait déjà un grand pas, malgré la conscience populaire qu'on a. Puis finalement que tout ça demande des ressources en métaux, en énergie, puis que le tout se raréfie, heu, ça serait à retenir aujourd'hui. Puis Mmh. j'aimerais ça finir en disant que je pense que vraiment il y a un autre numérique qui est possible grâce à la sensibilisation, grâce aux discussions, puis au changement de nos habitudes. Donc, j'ai foi et j'ai confiance en cet avenir numérique-là. Un autre numérique est possible, j'adore, j'adore. Écoute, ça me ouais, ça parle beaucoup, là. Waouh et je dirais que, bah, de mon côté, tu vois, je retiens que chaque petit geste, chaque petit pas, en fait, compte et bah, il y a pas besoin d'être parfait pour commencer à agir. En fait, il s'agit Exact. d'avancer, comme tu l'as bien nommé tout au long du podcast avec, conscience et bienveillance, puis d'aligner progressivement nos actions avec, nos valeurs, sans se juger trop sévèrement,
lorsqu'on fait des erreurs. On est en apprentissage dans cette nouvelle réalité et comme on le disait et comme on le dit souvent aussi, dans notre clinique, tu sais, la reconnexion au vivant, bah, commence par une reconnexion à soi-même. Mmh. Alors, et beh, merci d'ailleurs en passant Salomé. Je tiens vraiment à te remercier Mmh. chaleureusement pour cette conversation qui, je pense, aujourd'hui est une conversation d'avenir. Donc merci pour ce temps précieux, ton expertise, ton authenticité, hem et toutes ces statistiques, puis ces sources et ressources que tu nous as partagées, c'est très pertinent. C'est très enrichissant cette conversation, puis je suis certaine qu'elle va, beh, résonner parce que le podcast Résonance, c'est de créer des résonances, avec nos auditeurs et auditrices. Ben, merci beaucoup à toi, Flore. C'était vraiment chouette de parler, de tout ça. Oh, ça fait vraiment plaisir. Écoute, on mettra les liens de quelques ressources que tu nous as partagées, dans les descriptions du podcast, puis aussi de ton agence, parce que s'il y a des personnes qui sont intéressées, heu, justement à cette, discussion d'un autre, avenir numérique possible, bah, probablement que c'est avec toi et Louis qu'il faut, commencer. Ben merci, merci Salomé, puis au plaisir de te retrouver, dans d'autres contextes en tout cas et une très bonne continuation pour votre agence, sur la question du développement durable. Un gros merci, Flore. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Si notre conversation vous a inspiré ou apporté quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez-nous un commentaire, un avis ou même quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Recommandez notre podcast à vos amis ou à quiconque pourrait bénéficier de nos discussions. Votre soutien nous permet de continuer à explorer des résonances qui enrichissent la discussion autour de la santé mentale. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à nourrir votre curiosité. À très bientôt!